love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Donc nous sommes à l'intérieur du char Saint-Chamond de 1917. Très spectaculaire. Bonjour. Bonjour madame. Vous avez la propriétaire. D'accord. Bonjour. Alors vous êtes la propriétaire du char Saint-Chamond? Oui, tout à fait. Enfin, une des propriétaires, le deuxième c'est monsieur. Et en fait, quelle est l'idée d'avoir refait ce char? L'idée, c'était tout simplement de pouvoir... c'est des chars qui ont disparu pendant la guerre, parce qu'ils ont été quasiment tous détruits. Il n'en est resté que 2 exemplaires qui sont partis aux États-Unis. Et dans les années 89, il y en a un qui est revenu des États-Unis et qui est au musée de Saumur, qui est le M2. Le M2 bis. Et du coup, on voulait reconstruire un char et on est parti sur ce char emblématique qui est le Saint-Chamond M1, qui a été, où tous les exemplaires ont été complètement détruits. Donc en fait, l'idée c'était de pouvoir montrer aux gens ce que c'était que le Saint-Chamond M1 et celui-ci est motorisé aussi, il a la même vitesse que celui d'origine et comme ça les gens ils voient exactement la vitesse, l'utilisation et le bruit, tout. D'accord. Et en fait il s'est illustré en 1917 le char? Oui, le char, oui, on est dans les débuts des blindés. Celui-ci sera détruit début 18. Puisque ce modèle, ce char-là a réellement existé. Oui, en fait, on rentre dans le début des blindés. Après, ils vont commencer. Il y aura après le Saint-Chamond, il y aura le Schneider qui sera construit, parce que on va se rendre compte des difficultés du Saint-Chamond de par sa longueur et ses porte-à-faux. Du coup, ils vont construire le Schneider qui sera un peu plus abouti. Et après, on va finir sur le FT. Et qu'on va utiliser jusqu'à la Seconde Guerre mondiale en fait. C'est le plus connu. Oui, parce que je crois qu'il y a des FT d'ailleurs en 1940. Oui, tout à fait. Oui, c'est celui qui est le plus abouti. Alors on peut arriver, on a une explication à ça. C'est le temps qui a pris l'inventeur a pris pour pouvoir le construire. Le Saint-Chamond, le M1, il a été construit par le lieutenant Fauché en 5 semaines, le prototype. Ah ouais. Donc donc à partir de là, on fait quoi? Eh bien on va dans les réserves et on va prendre ce qu'il y a et on va monter un char comme ça. Alors que le FT-17, lui, le FT, il va prendre plus de temps en fait. Beaucoup plus de temps que le Saint-Chamond ou le Schneider. D'accord. En fait, FT c'est Renault. Hein. C'est ça. C'est ce qu'on appelle aussi le char Renault. C'est le char Renault, tout à fait. Appelé par les néophytes le FT-17, justement je viens de faire le lapsus. En réalité, on n'appelle pas le FT-17, on appelle le FT. Ouais, le FT. Ouais. Ou le char Renault. Et donc, après, il va disparaître. Il y en a beaucoup d'exemples. Il y en a eu énormément de construits. Et le FT va être utilisé en grosse partie pour la construction de la ligne Maginot. Puisqu'on va retrouver des FT qui seront coulés dans le béton de la ligne Maginot. Sur le terrain, il y a donc des cuisiniers qui suivent les soldats qui avancent sur le front et on peut les alimenter, les nourrir, puisque cette Rolande permet de nourrir jusqu'à 400 personnes sur le terrain. oui. Donc là on a un petit programme, on alimente au quotidien les gens qui sont ici sur la manifestation en tant qu'exposants. Et donc on a nous concocté des menus, donc des menus à l'ancienne, on fait des recherches sur les menus les menus du poilu de 40, donc avec de la ratatouille, avec des haricots à la saharienne, chez con carne, avec du bœuf bourguignon, et beaucoup de plats mijotés de toute façon, et on les sert, on les alimente donc en nourriture sur toutes ces manifestations, et a priori ça se passe bien. Trop d'ennemis.
Quoi, t'avais une caisse de mortier à récupérer? Non, j'ai plus rien à récupérer là-bas. Bah t'as bien fait de tout ramener. Quand t'as un truc par là-bas, t'es pas sûr d'en voir un jour. C'est ça. Mais notre association, oui, est au départ un groupe d'amis bourguignons qui étaient passionnés pour cette période un peu méconnue, dont on ne parlait qu'en riant, à cause de la 7e compagnie, l'image du soldat français de 40 qui s'est sauvé, alors qu'en fait, sur le terrain, sur le front, il y avait plus de morts français qu'à Verdun par jour. Et les soldats français se sont fait tuer sur place, notamment les unités motorisées, pour permettre aux fantassins de refluer derrière la Loire. Et c'est malheureusement le gouvernement qui a choisi d'abandonner, s'il n'y a pas eu de contre-offensive d'organiser. Donc le soldat français, oui, s'est battu fièrement, comme des lions, disent les écrivains. Et c'est important pour nous de redorer le blason, de montrer que les Français ne se sont pas sauvés en courant comme on veut bien le faire croire. Parce que ça pèse lourd dans l'esprit des Français encore aujourd'hui, je trouve, cet état d'esprit. Alors que c'est pas ça. Comment on a pu passer du Français grand vainqueur de 1918 au perdant de 40. Donc il a été choisi de mettre en valeur plutôt la libération. Nous on a choisi de se souvenir de ces gens, de ces sacrifices de 39 ans. Voilà. Formidable, hein, avec des engins tout-terrain qui sont extrêmement efficaces, gardés par les Allemands. C'est des engins qu'on retrouve dans l'esprit dans le Dodge américain, comme le Sherman est inspiré du Sonois, puisqu'on leur a transmis les plans pour qu'ils continuent à travailler, à faire évoluer. Donc là, il y a la deux Gnome Rhône, une dragon porté. Alors ça, c'est quoi exactement? C'est un sidecar dragon porté, donc ça veut dire que ça transporte un fusil mitrailleur, 24-29. D'accord. Et c'est à quelle époque ça? C'est 40? Là, on est en 40, tout à fait. Ouais, très bien. Donc c'est un sidecar extrêmement moderne parce qu'il a la roue, le sidecar qui est tracté. Donc on a une version ici donc dragon porté, et puis là-bas une version qui permet de transporter les officiers. D'accord. Alors c'est le Lafite S45T la Jeep, entre guillemets, en concept qui n'existe pas encore. C'est le sidecar aujourd'hui, le véhicule léger. À cette époque, le véhicule léger qui permet d'aller vite et, sur le terrain. Et ça, c'est une moto Peugeot qui est équipée pour transporter également un fusil mitrailleur 24-29. Et c'est Peugeot alors. Peugeot et Gnome Rhône aussi. Gnome Rhône qui était un fabricant notamment de moteurs d'avion. Ah oui. Mais c'était français? Tout à fait. Gnome Rhône, Terreau, à Dijon, des très très grandes marques de motos avant guerre. D'accord. Et ce qui nous arrive dessus là, c'est quoi? Alors ça, c'est un tracteur Lafite d'artillerie. Très spectaculaire quand même. Une illustration un peu plus précise de la motorisation en passant par le terrain. Dans l'habitacle avant, à côté du chauffeur, je peux dire que ça fait pas mal de bruit. Même si on va tout doucement, on est vraiment quasiment au cœur de la mécanique de ces véhicules. Prochaine chose, je vais réclamer juste de là, je suis. Alors on aimerait pouvoir monter dedans. Pas aujourd'hui. Voilà, c'est un peu frustrant, mais le deuxième week-end du mois de septembre, certains de ces véhicules seront mis présents et en démonstration à Vincy-Mazor, à la ferme de Navarre, pour les journées de la. Alors c'est intéressant d'avoir différents véhicules qui évoluent sur cette zone de terrain semi-accidenté, parce qu'évidemment il faut de la zone pour manœuvrer et pas que des obstacles à franchir, qu'ils soient en bosse ou en creux.
Bonjour. Oh là, c'est du portrait. Alors, vous êtes en quel uniforme? C'est un uniforme français, donc régiment d'infanterie, 1939-1940. Alors le régiment ici, il a combattu, j'allais dire dans les environs, plutôt du côté de Trilleport, Maisoncelles, enfin disons pour nous c'est un régiment local. Début juin, à partir de 10 juin 1940. Là, justement, mon fusil est un fusil de Première Guerre mondiale, sachant que les soldats à l'époque, ils ont été en début de guerre un peu armés avec ce qu'il y avait dans les magasins. Ah ouais. Voilà. Donc pour détailler, la musette, bon, c'est pour le masque à gaz. Là, d'accord. C'est une authentique, hein, comme vous pouvez voir. Mmh. La bressac derrière, je vais me tourner, c'est un authentique aussi. Ouais. Avec la gamelle. Ouais. Authentique aussi. Fusil de la Première Guerre mondiale. Mmh. Donc celui-là est de 1886. Ah oui. Oui. Donc c'est un authentique qui tire encore d'ailleurs, avec la baïonnette qui s'y rapporte, c'est-à-dire ce qu'on appelait la Rosalie. C'est pas croyable. Voilà. Et je peux vous mettre une distance à respecter. Donc cette baïonnette-là, voyons la forme, donc elle est, voilà, ça fait 1m82, ce qui n'empêche pas de tirer. Je vais la ranger parce que c'est pas un jouet. Oui, bah ça. Alors, la particularité de la forme de la baïonnette, par exemple, quand vous êtes chez vous, vous coupez avec un couteau, la cicatrice elle est comme ça. Ouais. Avec ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Dans les deux sens. Vous ne cicatrisez pas. Voilà. C'est désagréable à lire. Ce fusil-là, à l'époque, il est toujours... évidemment, il est passé de mode, parce que c'est... Voilà. Mais à l'époque, il était très performant. Il pouvait contenir 10 balles. De 8 mm, bon évidemment là c'est une balle à blanc hein, puisque donc de 8 mm. Sous le canon il y a un tube, c'est-à-dire je peux vous le montrer. Vous imaginez, on peut enfiler. Bon, c'est difficile à montrer, mais bon, vous imaginez qu'on peut enfiler sous le canon 8 balles, plus une dans l'auger, ce qu'on appelle, et une dans la chambre. Bon, vous imaginez qu'il y en ait 10. Et puis en tirant, évidemment, ça remontait au fur et à mesure. Donc, par rapport à la concurrence, alors à l'époque, bon, évidemment, c'était à l'époque. C'était si je peux parler de bon fusil, parce que bon, il était performant. Alors, théoriquement, en théorie, la portée était 1400 mètres, c'est purement théorique parce qu'on ne tirait pas quand il était à 1400 mètres, on attendait qu'il soit plus proche. Hein. Donc c'est une portée théorique avec une hausse sur ça, donc relativement efficace.